Un 2 un 2. En tout cas, moi, j'entends le retour dans les All écouteurs. C'est right. bon. C'est bon, good. Hey, Christian Page qui est avec moi aujourd'hui chez nous. Je suis vraiment contente. Ben, ça me fait plaisir. Merci. Hey, je me sentais comme une petite fille de 5 ans qui attendait de se faire raconter un conte par le Père Noël. J'avais tellement hâte. C'est amusant ce que tu me dis parce que ça fait très longtemps que je suis dans ce milieu-là. Ça fait Ouais. plus de 40 ans. Puis des gens me rencontrent, ils me disent: Ah, vous savez, je vous regardais quand j'étais jeune à la télé, etc. Donc c'est là qu'on se rend compte les années qui ont passé et le rôle qu'on a joué dans l'éveil de ces gens-là pour le paranormal, l'étrange, l'insolite. Mhm. C'est toujours un peu amusant d'avoir ce genre de commentaires. Oui, fait que merci énormément d'avoir accepté mon invitation. Puis tu as été super généreux parce que moi, j'avais pas pensé que c'était l'Halloween. Tu sais, Oui. j'ai pas fait un plus un. Fait que je t'ai demandé si tu voulais participer au podcast. Puis c'est toi, en fait, qui as amené l'Halloween. Puis tu t'es arrangé pour faire fitter ça, puis pour que j'aie le temps d'éditer Ouais. tout ça. Fait que merci Ben, énormément. ça me C'est fait vraiment plaisir. apprécié. C'est super C'était généreux. C'était d'autant plus difficile ces temps-ci parce que j'ai un nouveau livre qui sort en librairie, donc c'est la multiplication des entrevues radio-télé. Oui, Mais ouais. Fait que c'est je vais... celui-là ici, là. Voilà, On va le donc montrer. Les grandes fraudes du paranormal, donc mon 12e, et peut-être l'un de mes tout derniers sur le paranormal, OK. ouvertement, parce que, bon, c'est le 12e livre que j'écris sur le paranormal, ben pas... J'en ai quand même écrit un sur les crimes occultes, puis un sur les reliques saintes. Mais c'est-à-dire que le paranormal, après 12 livres, mettons 10 livres Mm. consacrés au sujet, on a l'impression qu'on a fait un peu le tour du jardin. Oui. Tout ce que j'avais à dire, je l'ai dit. Puis c'est un peu... Le monde a changé entre le moment où moi je suis arrivé en sortie de l'université dans les années 80 et aujourd'hui. Le monde a bien changé. Il y a quelques années, ils ont mis en onde une série qui s'intitulait À la recherche d'Adolf Hitler. Et l'idée de base, c'était que Hitler ne s'était pas suicidé au bunker à la fin de la guerre, en 1945, mais avait réussi à fuir et gagner l'Amérique du Sud. Alors que on a la mâchoire et les dents d'Adolf Hitler, donc il doit avoir de la difficulté à Ah, s'exprimer, c'est puis ça. une mâchoire, plus de dents. Et ça, on le sait depuis les années 60. Oui. C'est-à-dire que, tu sais, à un moment donné, il y a une limite à exagérer la spéculation, puis Mhm. les théories du complot. Je veux dire, Adolf Hitler, et quand je dis on a ses dents, on savait déjà depuis la fin de la guerre que les Russes avaient récupéré, les Soviétiques à l'époque avaient récupéré les restes d'Hitler et de son épouse, Eva OK. Braun. Mais ce n'est qu'en 1969 que des photographies et des radiographies de sa mâchoire ont été rendues publiques Mm. et on a pu comparer avec ce que les Soviétiques avaient en archive, hein, parce qu'ils avaient les dents et la mâchoire. Et là, on a obtenu une confirmation à 100%, OK. pas 90, il n'y a même plus place à la spéculation. 100% Mhm. de certitude que le corps que les Soviétiques ont retrouvé à l'extérieur du bunker en mai 1945 était bel et bien celui d'Hitler et d'Eva Braun. Alors comment peut-on nous faire une série Ben oui. où on voit deux, trois zigotos qui se promènent comme ça en Amérique du Sud à essayer de retrouver Adolf Hitler? Bon, Mhm. moi, j'avoue que je comprends pas cet Non. objectif-là. C'est ça qui est le fun avec toi. C'est ça que j'aime parce que, oui, tu t'intéresses au paranormal. T'en manges, là, du Ouais, paranormal. Ça fait absolument. 46 ans, je pense. Ouais, je suis tombé Puis, dans la marmite étant ouais, jeune. c'est Ouais, ça, c'est ça. exactement. Mais on dirait que, généralement, ce genre de personnes-là, on dirait que c'est l'inverse de toi. Tu sais, on dirait qu'ils essayent de nous faire croire plein d'affaires, tu sais, puis toi, on dirait que c'est l'inverse, tu démystifies, Ouais. puis Mais, tu nous dis vraiment la vérité, tu sais, ouais. surtout. Mais je l'ai été. J'ai été dans cette catégorie d'individus. Quand j'avais 13, 14, 15 ans, j'étais convaincu que 90% de ce qui était raconté dans la littérature sur le paranormal était vrai. Aujourd'hui, 45 ans, 46 ans plus tard, je peux t'affirmer qu'il y a à peu près de 5 à 10% de ce qui est rapporté qui est vrai. C'est Le fou, hein? reste, c'est complètement faux. Ça m'a fascinée de voir à quel point tu t'intéresses aux choses anciennes. Tu sais, comme Mhm. là, récemment, tu as mis la main sur des documents Oui, de 1800 ouais, ouais. quelques. Je te les aurais amenés, mais t'aurais été déçu de voir des CD, hein, parce que aujourd'hui, tous ces documents-là sont scannés, sont placés sur des CD, donc OK. on ne remet plus des copies papier. Donc c'est vrai, je suis en train de travailler sur un deuxième tome des tueurs occultes.
que j'ai publié. Le premier tome a été publié, je crois, en 2020 ou un truc comme ça, qui est un très, très gros succès de librairie d'ailleurs. Et ça m'intéresse beaucoup. Hein. Les gens, quand... c'est amusant parce que quand les gens, on parle de paranormal, les gens croient que mon intérêt premier, c'est les ovnis, les fantômes et tout le reste. Mais en réalité, j'ai une approche beaucoup plus sociale du paranormal. C'est vrai que quand j'étais adolescent, je voulais savoir, est-ce qu'on est visité par des Mhm. extraterrestres? Est-ce que les fantômes existent? Aujourd'hui, les années ayant passé, ce qui m'intéresse, c'est plutôt l'aspect social de ça. Ouais. Pourquoi on y croit? Qu'est-ce qu'on croit? Pourquoi on va défendre tel ou tel argument? Donc, et comment c'est véhiculé dans notre société? Quel est le rôle que tient le paranormal dans la société? Hein, on sait qu'aujourd'hui, au fur et à mesure que les dernières décennies ont passé, notre lien avec le religieux s'est éloigné, mais les gens n'ont pas cessé d'être croyants pour autant. Les gens croient moins en Dieu, mais les statistiques montrent qu'ils croient davantage à la réincarnation, aux fantômes, Ouais. aux visites extraterrestres. Donc, l'être humain est un être croyant. Tu as la dérive où des gens vont commettre des gestes criminels sur la foi de croyances Mhm. mystérieuses ou fantastiques. On a vu des gens, par exemple, en assassiner d'autres parce qu'ils étaient persuadés qu'ils étaient des vampires, puis ils devaient boire leur sang. Donc, dans ce type de dérive. Et ça me passionne, Oui. cet aspect-là social, lorsqu'arrive un dérapage. Comment l'individu est parti par exemple, il a regardé un film à la télé, je ne sais pas moi, Entretien avec un vampire, et 2 ans après, il assassinait son voisin parce qu'il était persuadé qu'il était un vampire. Donc, comment est arrivée cette dérive-là et comment tout ça s'est mis en place? Et pour le tome 2 de les tueurs de l'occulte, il y avait 2 histoires qui m'avaient accroché et pour lesquelles je n'avais pas eu l'occasion d'enquêter. La première remonte au milieu du 19e siècle. On est aux alentours de 1850 et ça se passe en Espagne. C'est amusant comment cette histoire-là m'est arrivée parce que on est au début des années 2000, j'enquêtais sur une histoire d'OVNI en Espagne. Et je me retrouve au bureau de la gendarmerie espagnole à Madrid. Et là, un des policiers me dit, mais vous, en dehors des ovnis puis les extraterrestres, qu'est-ce qui vous intéresse? Qu'est-ce que vous fascine? Et je lui dis, ah, les crimes occultes, ça m'intéresse beaucoup. Et là, il me lance comme ça, il dit, ah, il dit, avez-vous enquêté sur Manuel Blanco Ramasanta? J'avais jamais entendu Mhm. ce nom-là. Ben, Roma Santa, non, qu'est-ce que c'est? Et là, il me raconte une histoire assez incroyable, tellement folle que tu as de la misère à croire que c'est vrai. Et là, il me dit, ben voilà, au siècle dernier, il y avait un type qui était un vendeur itinérant qui se croyait un loup-garou. Il croyait que les soirs de pleine lune, il se transformait en loup-garou et il assassinait des gens. Et éventuellement, il a été arrêté et à son procès, il avait été condamné à mort. Mais la reine Isabelle II est intervenue pour que, au lieu que la peine de mort soit commue en prison à perpétuité, pour que des scientifiques, des psychologues et des psychiatres puissent étudier cet individu-là. Et cet homme, Rama Santa, est le premier tueur en série de l'histoire espagnole. Je n'avais jamais entendu parler de ça. Alors, éventuellement, comme les crimes avaient eu lieu en Galice, donc c'est une partie nord-ouest de l'Espagne, je me suis rendu dans cette province-là. Et à force d'enquêter comme ça, de gauche à droite, je me retrouve dans un musée. Là, c'est extraordinaire. J'arrive dans un musée du crime. Et dans ce musée du crime, je vois, ce sont les archives royales de Galice. Et j'arrive devant un présentoir, il y a une vitre, et là, on voit des gros livres avec une écriture manuscrite. Et ces documents-là sont sous verre. Et le responsable de l'exposition me dit, ah, ça, c'est le procès de Roma Santa. Tous ces livres-là, c'est le procès de Roma Santa. Alors là, je lui dis, comment puis-je avoir une copie de ça? Alors il me dit, ben, il n'y a pas de copie, le document, il est là. Mm. Et il m'aura fallu, et là, on est en 2003-2004 à peu OK. près. Et là, aujourd'hui, au moment où on fait cette entrevue, on est en 2003. Donc, il m'aura fallu toutes ces années, pratiquement 20 ans, quelque part à agacer, à mobiliser les efforts auprès du gouvernement espagnol, le département de la culture, le ministère de la Culture espagnol, la Galice, etc. Et finalement, j'ai obtenu, il y a quelques semaines à peine, la totalité des archives du procès Incroyable. de Roma Santa. Donc maintenant, ces gens-là ont sorti les fameux livres que j'avais vus sous verre. Ils ont numérisé chacune des pages à très très haute définition. Et là, j'ai chez moi ces documents-là qui me permettent de me plonger dans le procès de Roma Santa Mhm. pour pouvoir bien comprendre comment l'individu en est arrivé à déraper et à se croire un loup-garou avec la culture de l'époque, évidemment, et quels ont été les éléments qui ont été présentés en cours. Déjà,
À la lecture des documents, j'ai pu me rendre compte qu'il y avait des erreurs, parce qu'évidemment, en Espagne, l'histoire de Roma Santa, elle a été mille fois rapportée. Il y a des ouvrages en Espagne qui ont été écrits sur Roma Santa, mais visiblement, ces gens-là n'ont pas eu accès aux Non, c'est archives comme ça. moi j'ai eu accès, et on voit que très souvent, ils se sont appuyés sur des articles de journaux qui étaient parus dans la presse espagnole au 19e siècle, ou des comptes rendus qui ont été faits ultérieurement. Et l'une des erreurs que j'ai pu constater, c'est que dans l'ensemble des récits qu'on rapporte de Roma Santa, c'est de dire que Roma Santa a été condamné à mort, mais sans preuve. C'est-à-dire qu'on n'avait pas trouvé de cadavre, pas de restes OK. humains. Il a fait des aveux hein, lorsqu'on l'a accusé. Il a fait des aveux. Il dit oui, j'ai tué des gens, je les ai dévorés, j'étais un loup-garou. Et là, on rapporte, on dit oui, mais aucune preuve a été montrée à la justice. Ce qui est faux. Quand on lit les minutes du procès, à deux reprises, Roma Santa a conduit les gendarmes de l'époque, il les a conduits sur des lieux où il avait commis des crimes et on a retrouvé des ossements humains. Même si les années avaient passé, hein, les crimes de Roma Santa, grosso modo, c'est 1848-1851, donc à peu près une période de 3 ans. Et le procès va avoir lieu quelques années après, là, 52, 1852, 1853. Et durant ces minutes du procès, même s'il y a certains crimes remontés à 2 ou 3 ans, Roma Santa a conduit des gendarmes sur les sites de ces crimes et en fouillant, on a retrouvé des ossements humains qu'on a pu associer à, évidemment, la médecine légale du milieu du 19e siècle. C'est pas la médecine légale d'aujourd'hui, Mhm. mais on a pu déterminer, par exemple, que tel ou tel ossement était visiblement un bassin de femme. Et OK. Roma Santa disait, j'ai assassiné une femme. Le médecin légiste disait, c'est un bassin de femmes âgées à peu près dans la quarantaine. Et c'est exactement la victime que Roma OK. Santa disait avoir assassinée. Donc, contrairement à une espèce de croyance populaire, il est faux de dire que qu'aucune preuve matérielle a Mhm. été déposée contre Roma Santa. À au moins 2 reprises, il a fait cet exercice-là de conduire les gendarmes sur place. Est-ce que c'était seulement des femmes ou il y avait En d'autres? fait, non, il y avait une façon de faire. Roma Santa, c'était des femmes et des enfants. Ah, Il s'adonnait à la nécrophilie, donc il assassinait ces gens. Si la victime était une femme, ben, souvent il y avait des relations sexuelles avec le cadavre, et ensuite il dévorait les chairs du cadavre. Il y a un truc également qu'on a dit à propos de Roma Santa, et ça, dans les minutes du procès, c'est plus ambigu. On a dit de Roma Santa qu'il tuait ses victimes, gardait les graisses corporelles pour faire du savon. D'ailleurs, il y a OK. un film qui s'appelle Le Parfum, je crois, où on Oui. voit qu'il récupère les graisses humaines. Bon. Oui, Et oui. ça, c'est inspiré un peu de Roma Santa. Et pourquoi, au 19e siècle, on croyait que du savon ou n'importe quel produit de beauté, un fard à joues ou n'importe quoi, qui était fait avec de la graisse humaine, avait des propriétés fantastiques. Donc, évidemment, quand on parle de graisse humaine, on pensait à la graisse humaine qui avait été récupérée chez le légiste, dans les morgues après le Mhm. décès des individus. Et on disait que cette graisse humaine incorporée à des produits de beauté permettait d'avoir une peau plus lisse, de faire disparaître des cicatrices, tout le reste. Il y avait presque des caractéristiques miraculeuses à ces OK. produits de beauté. Et là, on a dit Roma Santa tuait ses victimes et il conservait les graisses humaines pour faire du savon qu'il vendait de village en village. Cet élément-là, il est beaucoup plus controversé dans les minutes du procès, parce que Roma Santa, lorsqu'on l'accuse d'avoir commis ces crimes, il le reconnaît ouvertement. J'ai assassiné ces gens. Lorsqu'on lui demande est-ce qu'il a eu des relations sexuelles avec les cadavres, il le reconnaît aussi. Il dit également avoir dévoré les victimes. Mais quand on lui pose la question est-ce qu'il a conservé les graisses pour faire du savon, ça, il le nie catégoriquement. OK. Donc, pourquoi accepterait-il de reconnaître le Ouais, c'est crime, la ça. nécrophilie, et refuser de dire s'il a utilisé le savon? C'est quand même mineur par Ouais, rapport au exact. crime lui-même. Donc ça, c'est passé dans l'imaginaire populaire de OK. dire Roma Santa utilisait les graisses pour faire du savon, mais au procès, c'est beaucoup plus controversé. Donc il y avait cette histoire-là qui me passionnait, et l'autre histoire qui m'a passionné, passionné, entendons-nous, qui avait éveillé en moi une certaine curiosité. Tu peux m'arrêter si tu trouves que je Ben, parle de je veux trop. juste te poser une question Oui. sur l'autre histoire avant Roma qu'on passe Santa? à... Ouais. Oui. Est-ce que tu sais comment qu'ils l'ont attrapé? Oui. En fait, Roma Santa, non, parce que pour répondre à ta question, c'était pas que des femmes en fait, c'était des femmes et des enfants. Ouais. Et ce qu'il faisait, Roma Santa, comme c'était un marchand itinérant, il connaissait bien, à l'époque, les gens voyageaient par des routes Mhm. avec des chariots, hein, c'était des Ouais. carrioles. Et Roma Santa, puis souvent, ces voyages-là étaient très, très longs, très dangereux, parce qu'on devait traverser des zones
peu peuplées, où souvent on avait des bandits de grands chemins. Donc Roma Santa, qui était un vendeur itinérant, connaissait bien toute cette région-là de la Galice, le nord de l'Espagne, et il proposait ses services. Donc il y avait deux qualités Roma Santa. Il proposait ses services comme étant un guide, et il savait lire et Hmm. écrire, ce qui était quand même assez étonnant à cette époque. Peu de gens savaient lire Ouais. et écrire. On ne connaît pas trop les origines de Roma Santa. On sait peu de choses sur ses parents, mais visiblement, il a eu une assez bonne éducation puisqu'il savait lire et écrire. Donc, ce qu'il proposait aux gens, il disait, je peux vous guider d'un lieu A à un lieu B, je connais la route, donc je peux vous guider, vous amener là en échange de quelques dollars. Et c'était pas des dollars à l'époque, je pense que c'était des euros, c'est le nom de la pièce de monnaie. Donc, il disait, je peux vous amener de l'endroit A et à l'endroit B. Et très souvent, c'était évidemment, on choisissait des victimes qui étaient plus vulnérables. Les femmes et les enfants Ouais. étaient plus vulnérables. Donc, des gens qui vivaient, par exemple, dans des régions très rurales, en Galice, à un moment donné, des femmes disaient, ben moi, j'aimerais, à l'époque, la ville qui faisait rêver, c'était Santander. Et donc, les femmes disaient, moi, j'aimerais aller à Santander, qui était la grande Hmm. ville, ça faisait rêver. Et là, Roma Santa disait, ben moi, je peux vous guider. Parce Aïe, que aïe, aïe. généralement, quand il y avait un homme à la maison, ben, l'homme jouait le guide, mais là, comme Ouais. ces femmes-là étaient ou bien veuves ou séparées, elles n'avaient pas d'homme à la maison, donc elles avaient besoin d'une espèce de protection masculine. Ouais. Et là, Roma Santa se proposait, il dit, moi, je vais vous guider. Mais au lieu de les guider, éventuellement, il Ah. les assassinait, les dévorait. Et ce qu'il faisait, comme il savait lire et écrire, Mhm. il écrivait des lettres au nom de ses victimes. Hein? Donc la victime était... Là, il écrivait une lettre. Et quand il revenait dans le village d'origine, il donnait les lettres aux parents qui étaient restés sur place. Et la lettre disait cher papa, chère maman, je suis bien arrivé Oh à mon Dieu. Santander, tout va bien, c'est merveilleux, bon, etc. Et avec ce stratagème, Ramasanta a réussi à convaincre trois ou quatre autres personnes à aller rejoindre leur famille qui était partie pour Santander. Hein, la sœur de X disait ah mon Dieu, que ça a l'air merveilleux, Santander. Incroyable. Accepteriez-vous de me guider avec mon fils? Et Ramasanta, évidemment, bien sûr. Et ces gens-là connaissaient malheureusement le même sort. Il a été attrapé parce que, en dehors d'assassiner ses victimes, il conservait leurs biens en des écharpes, des manteaux, des OK. vêtements. Et comme c'est un vendeur itinérant, ben, il revendait ces vêtements-là de village en Hmm. village. Et des gens ont reconnu certains de ces vêtements. On dit, OK. hey, c'est curieux, cette écharpe-là, c'est l'écharpe que portait ma sœur au moment où elle est partie pour Santander. C'est un cadeau de mes parents. Jamais elle aurait accepté de la Ouais, ouais, vendre ou de la OK. donner. Donc tout ça a mis la Hmm. puce à l'oreille et éventuellement, c'est ce qui a fait que les autorités ont arrêté Roma OK. Santa. OK. Donc ça, c'était pour Roma Santa. L'autre histoire que je trouvais tout à fait fascinante, c'est d'ailleurs la première exécution, hein, la première condamnation capitale dans l'histoire du Canada officielle. Parce qu'évidemment, on a lynché plein de gens, et en Ouais. particulier des Autochtones. Bon, on faisait des procès assez expéditifs. Mais le premier véritable procès qui a conduit à une condamnation à mort s'est produit à Fort Saskatchewan, en Alberta. Et c'est un Autochtone du nom de Kakusi Kuchin que les Blancs occidentaux avaient rebaptisé Swift Runner, qui veut dire le, le coureur rapide. Mhm. Et ce Swift Runner, son histoire est tout à fait incroyable. Et tu vas comprendre pourquoi elle a un lien un peu avec notre propre culture occidentale. Dans ce sens que Swift Runner, bon, évidemment, à l'époque, on est au milieu du Canada, là, qu'on appelle aujourd'hui les grandes plaines du Canada. Et à ce moment-là, ce ne sont que des petits villages. Là. Il n'y a pas une occupation comme on s'imagine. En 1870, là, la ville d'Edmonton ne Non, ressemblait pas c'est à la ça. ville d'Edmonton d'aujourd'hui. C'était vraiment quelques bicoques qui étaient installés sur le bord d'une rivière, puis c'était un peu ça. Et il y avait une espèce de collaboration entre les Autochtones locaux et principalement les Autochtones de la nation Cri. Donc il y avait une collaboration entre eux et les colons qui s'installaient là, en Alberta, en Saskatchewan, tout ça. Swift Runner était l'un d'entre eux. Il faisait des petits boulots pour les communautés, les petits villages, allait de village en village. On est à peu près à l'endroit où se trouve aujourd'hui Edmonton, en Alberta. Et lorsqu'arrivait l'hiver, comme beaucoup d'autres Autochtones, il s'éloignait, il allait en forêt avec sa famille et pour faire de la trappe.
Et les peaux les animaux qui étaient attrapés, on prenait les peaux et lorsqu'arrivait le printemps, ils revenaient dans les villages et on vendait aux hommes blancs. On faisait commerce, particulièrement avec la compagnie de la baie d'Hudson, qui rachetait les peaux des Autochtones pour les revendre. Donc, c'est un peu ce que faisait ce fameux Kakusi-Kuchin. Et donc, à l'hiver, de mémoire, c'est l'hiver 1878-1879. Il quitte donc, il s'éloigne, il disparaît pendant quelques mois. Il est accompagné, il se trouve, il a un campement dans les bois. Il est accompagné de son épouse, de leurs 6 enfants et de son frère et de sa mère. Quoique je dis sa mère, ça reste ambigu parce que dans les documents, à cause de la barrière de langue, on ne sait pas trop si c'est sa mère ou sa belle-mère, mais OK. bon, néanmoins. Donc, il quitte, s'en va comme ça en forêt. Et lorsqu'il revient au mois de mars suivant, il est seul. Il est seul, pas de peau, pas rien. Et on s'étonne un peu, mais où est le reste de la famille? Qu'est-ce qui est arrivé? Les peaux? Et à force de le questionner, ce Kakusi Kuchin va raconter une histoire incroyable. Il dit que lorsqu'il est arrivé à son campement, les conditions climatiques étaient très difficiles, le gibier était excessivement rare, et peu à peu, au début de l'hiver, ils ont réussi à se nourrir en mangeant des écureuils puis des petits animaux, mais éventuellement, ils ont été terrassés par la famine, et éventuellement, un de ses enfants sont morts de faim. Son frère et sa mère ou belle-mère, peu importe, ont quitté le camp pour essayer de trouver mieux ailleurs. OK. Et éventuellement, son épouse, elle, s'est suicidée. Donc, tant et si bien que Kakusi-Kuchin revient au village en disant ben, ils sont tous décédés. Mais là où il y a un doute qui va persister, c'est qu'à un moment donné, d'autres Autochtones qui reviennent de la même région, reviennent avec des peaux, et quand on leur parle de l'hiver précédent, ils disent, ben oui, l'hiver a été rigoureux, mais le gibier était abondant, Hmm. tout allait bien, comme les autres hivers précédents. Donc, c'est l'histoire de Kakusi-Kuchin qui détonne sur le récit que font les autres Autochtones. Et là, on commence à se questionner tant et si bien qu'éventuellement, on décide de se rendre au campement de Kakusi-Kuchin pour voir, il est d'abord arrêté, et là, on l'oblige, hein, les forces policières de l'époque, à l'époque, aujourd'hui, c'est la Gendarmerie royale du Canada. À l'époque, c'était la Gendarmerie des territoires du Nord. C'était le nom OK. des policiers. Donc, eux arrêtent Kakusi-Kuchin. On veut en savoir davantage sur le sort de ses enfants et de son épouse et le reste de sa famille. Et on le force à les conduire à l'endroit où se trouvait son Mhm. campement. Et lorsqu'on arrive sur place, on va trouver le campement qui est encore là, le tipi est encore là, et on va trouver des restes humains. Et là, ben, je te passe les détails, mais on va vite découvrir que ces restes humains ont été dévorés. Hmm. Donc, Kakusi Kuchin s'était donné à du cannibalisme. Et placé devant les faits, il reconnaît qu'il a assassiné tous les membres de sa famille et les a dévorés. Ce qui est un peu monstrueux, c'est qu'à un moment donné, il les a pas tous tués d'un seul coup, hein. Il a tué sa femme, les plus jeunes enfants, et il a forcé les enfants vivants à dévorer les restants de leur sœur ou de leur mère Arrête. avant eux-mêmes de finir dans l'estomac de Mm-mm. l'ogre qui les a tués par la suite. C'est une histoire absolument épouvantable. C'est lui qui a dit ça, Ouais, qui a avoué. ouais, tout avoué. Et au moment où il est en procès, il reconnaît tous ses gestes. On lui demande, mais pourquoi? Et là, il raconte qu'il a été possédé. En fait, c'est pas lui. Et là, on tombe dans le crime occulte. Hein. Pourquoi? Ben parce que j'étais possédé, mais possédé par un esprit malveillant qui s'appelle le Wendigo. Et le Wendigo, hein, c'est un peu l'équivalent de notre diable. Hein. C'est un OK. personnage fantasmé dans la culture autochtone, c'est l'esprit de la forêt. Et il joue un rôle assez rassembleur, parce que dans le cadre de la culture autochtone, le Wendigo, c'est l'esprit de la forêt, mais qui ne s'attaque qu'aux solitaires. Mm. Donc, en fait, l'idée, on l'a compris, hein, ça nous dit, si on est ensemble, l'union fait la force. Ouais. Donc, c'est l'idée de si on reste dans le village ou on reste avec la communauté, on ne tombera pas sous l'emprise du Wendigo. Quelque part, dans le contexte un peu magico-religieux de la culture autochtone, c'est d'éviter que des gens s'isolent seuls et deviennent des solitaires. Alors, on veut garder ensemble, souder la communauté. Donc, Kakusi Kuchin dit, voilà, je me suis retrouvé là-bas et puis j'ai été possédé par l'esprit du Wendigo. Et l'esprit du Wendigo,
L'une des caractéristiques, c'est non seulement c'est un esprit malveillant, mais il va amener les gens qu'il possède à commettre des gestes monstrueux et principalement le cannibalisme. Alors, c'est ce que Kakushi-Kuchin raconte. Ce n'est pas moi qui les a tués, j'étais Mhm. possédé par le Wendigo. Et éventuellement, son procès va conduire à sa condamnation à mort et Kakushi-Kuchin va être exécuté par pendaison. Là encore, on avait beaucoup d'histoires qui circulaient autour de Kakushi-Kuchin. En faisant des recherches, j'apprends que le dossier du procès existe encore aujourd'hui. Il est conservé aux Archives nationales dans un département spécial au niveau de la justice, parce que ça a entraîné une condamnation à mort. Donc, on a conservé les documents. Et donc, là aussi, après des mois de démarches auprès du ministère de la Justice et des Archives nationales, j'ai pu obtenir une copie de l'ensemble du dossier de Kakushi-Kuchin. Donc, OK. je me suis plongé là-dedans et ça va faire partie de mon prochain livre sur les crimes occultes. Quand je t'ai mentionné que cette histoire-là se rapprochait un peu de notre culture Mhm. occidentale, c'est qu'on voit dans la culture occidentale un phénomène assez semblable qui est la possession diabolique. Hein, donc, on voit le lien du religieux. Hein. C'est l'individu qui va dire, ben voilà, j'ai été possédé par le diable, j'ai commis tel geste, j'ai assassiné tel ou tel individu. Donc, on voit que ce phénomène-là de la soi-disant possession, entre guillemets, là, c'est pas à moi, c'est pas à la science de dire si le diable existe ou non, là, mais on voit que ce pseudo-phénomène de possession, il existe dans toutes les cultures. Chez les Occidentaux, on va dire, ben, on est possédé par le diable. Chez les Autochtones, ils sont possédés par le Wendigo. Ouais. Et on trouve dans d'autres cultures, par exemple, le vaudou. De manière moins Mhm. drastique, les gens seront possédés par des loas, hein, des petits esprits qui intercèdent avec les dieux. Donc ce phénomène, non, le phénomène de la possession, il est propre à de très nombreuses cultures. Et dans le cas de Kakushi-Kuchin, bien évidemment, ça a entraîné ce dérapage vers des gestes de cannibalisme, qui ne sont pas les seuls. Hein. Il y a eu un autre procès, en fouillant dans les archives, j'ai trouvé un autre procès un peu différent, mais quand même qui montre ce syndrome du Wendigo. Ce sont deux frères qui ont été, on est au début du 20e siècle, donc on est aux alentours de 1910 à peu près. Là aussi, on se trouve dans une communauté d'Autochtones, Cris, et deux frères qui sont des sorciers vont être accusés par le gouvernement d'avoir assassiné une tierce personne, donc une femme, qui était apparemment possédée par le Wendigo. Et elle avait, dit-on, chez elle, une collection de mains, notamment de gens qu'elle avait tués et dévorés. Et éventuellement, la communauté ont demandé à ces deux sorciers d'assassiner, en fait, de sacrifier cette femme qui était OK. possédée par le Wendigo. Et ce qui est intéressant dans ce procès-là, c'est que quand on a arrêté, quand la justice blanche Mm. occidentale a arrêté nos deux sorciers en question, eux ne comprenaient pas pourquoi on les avait arrêtés et la communauté non plus. Parce que eux disaient, on a rendu service à la communauté, Ouais, OK. on a tué un Wendigo. Et Mhm. la communauté était d'accord. Non seulement la communauté était d'accord, mais les parents de la femme assassinée étaient d'accord aussi. Aïe, Et la aïe, aïe. femme assassinée l'était aussi. Donc elle se disait, je suis possédée par le Wendigo, délivrez-moi du Wendigo. Donc pour eux, ils avaient l'impression qu'ils avaient commis des gestes pour le mieux-être de leur communauté. Et éventuellement, ils ont été condamnés tous deux à la peine de mort. L'un d'entre eux s'est évadé de prison, puis il s'est suicidé quelques jours plus tard. OK. Et le deuxième, pardon, lui est demeuré en prison de longues années, avant que, éventuellement, les autorités canadiennes de l'époque concluent que le jugement avait été porté sans tenir compte de la culture autochtone. Donc, la vision que les Autochtones avaient du Wendigo, on ne pouvait pas comparer ça à un crime commis entre gens de la même culture occidentale. Donc, la vision qu'on avait est un peu édulcorée et on a demandé la libération de l'individu. Malheureusement, crois-le ou non, l'individu est mort en prison un jour avant que la notification de sa libération lui Oh soit my God. signifiée. Donc, c'est assez incroyable. Mais donc, ça va faire partie également de mon livre sur les crimes occultes. Je trouve cette histoire-là oui, de Kakushi-Kuchin, Ouais. Swift Runner, tout à fait étonnante. Et j'ai pu mettre la main sur une photo. Il existe une photo qu'on a conservée qui est à l'université de l'Alberta, OK. où on voit les ossements de la famille de Kakushi-Kuchin qui ont été placés sur une table. Et et quand on lit les minutes du procès,
on les a présentés à Kakushikuchin et le document nous dit, il s'est approché, a mis les doigts dans l'orbite d'un des crânes qui était là, puis il dit, ah, ça c'est le crâne de ma femme, puis ça c'est le crâne de mon fils. Donc, avec un détachement tout à Hmm. fait incroyable. C'était vraiment, on avait vraiment l'impression que lui discutait de ça comme si c'était quelqu'un d'autre qui avait agi à sa place. OK. Une histoire assez incroyable. Dans l'histoire de Blanco, Oui, j'ai lu sur... je pense que tu avais fait un post quand tu as mis la main sur les documents, puis je crois qu'il y avait un terme pour ceux qui se prenaient pour des ouais, loups-garous. ce sont des lycanthropes. En fait, Mais sais-tu, ben, il y en a-tu tant que ça pour ça, dans, qui... dans le cas de Blanco, ce qui est absolument extraordinaire, comme je te l'ai mentionné, il a été condamné à mort. Hein, le Mhm. supplice du garrot, supplice épouvantable. On plaçait l'individu, le condamné, sur une chaise. Autour du cou, il y avait une courroie en cuir ou en acier. Et en même temps, le bourreau, il y avait comme une espèce de vis Ouais. sans fin. Et au fur et à mesure où le bourreau tournait cette vis sans fin, le garrot serrait la gorge du condamné, mais derrière lui, à travers le dossier du fauteuil, il y avait une vis également sans fin qui entrait dans la nuque du condamné et broyait littéralement les, Jesus! oui, broyait littéralement les vertèbres cervicales. C'est une condamnation, une exécution qui était épouvantable. Dans le cas de Blanco, donc, il a été condamné à mort, il a été condamné à cette exécution par garrot, mais éventuellement, des psychologues on se sont posé la question, est-ce que Emmanuel Blanco souffrait d'un syndrome particulier, un délire qu'on appelle la lycanthropie? La lycanthropie, c'est quelqu'un qui, éventuellement, dans son délire, en vient se prendre pour un animal, généralement un loup. Alors, on s'est posé cette question-là. Finalement, est-ce que Blanco était un assassin ou est-ce qu'il était simplement malade, un délire? Mhm. Et éventuellement, on était au tout début de la psychiatrie. Hein, on était loin de la psychiatrie aujourd'hui, mais on commençait à s'intéresser au délire, aux psychoses. Et éventuellement, des gens, entre autres un médecin français, c'était assez amusant parce qu'à ce moment-là, il était à l'étranger lorsqu'il a lu dans la presse locale l'histoire de Roma Santa. Donc, il s'est adressé au département de la justice en Espagne. Les lettres ont éventuellement remonté jusqu'à la reine Isabelle II. Et ce qu'on demandait, c'est de surseoir à l'exécution de Roma Santa pour permettre à des psychologues et des psychiatres Oui. de rencontrer le condamné, essayer de faire un profil psychologique de l'individu. Et éventuellement, la reine Isabelle a accepté et Roma Santa a vu sa condamnation à mort être commuée en prison à perpétuité. Et donc, pendant des années, des gens sont allés rencontrer Roma Santa pour discuter avec lui. Et on a éventuellement reconnu que c'était un authentique cas de lycanthropie. Donc, il n'a OK. pas utilisé cet argument-là pour essayer d'échapper à la justice. Roma Santa croyait fondamentalement qu'il se transformait en loup-garou et dévorait ses victimes. Même si, durant le procès, il disait « Je n'ai jamais utilisé d'armes, je n'ai utilisé que mes dents et mes griffes », OK. les rapports montrent très clairement que certaines de ces victimes, on a retrouvé sur des ossements des marques de couteaux très claires qui montrent Mm. que Roma Santa utilisait également un couteau. Mais dans son délire, il était persuadé qu'il n'utilisait que ses crocs et ses griffes. Donc, ce sont des cas qui sont excessivement rares. On en connaît quelques-uns. J'ai pu rencontrer, quand je me suis intéressé à Roma Santa, j'ai rencontré un médecin en France qui me racontait que lui, un psychiatre, qui avait eu une patiente, par exemple, qui, elle, dans son délire de lycanthropie, se prenait pas pour un loup-garou, mais elle se prenait pour une panthère. Et il me racontait que la nuit, elle sortait dans les rues, littéralement comme si elle était un félin en chasse. Elle n'avait pas commis de gestes criminels. Ses seuls gestes criminels, c'était d'uriner dans des places publiques pour marquer son territoire, OK. mais elle n'avait pas commis de gestes criminels, mais elle était persuadée dans son délire qu'elle était bel et bien une panthère. Mais ça reste des cas excessivement controversés et rarissimes, même dans la psychiatrie moderne. T'sais. Donc, Roma Santa, premier cas officiel de Ouais. lycanthropie, premier tueur en série. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit aussi apparaître ce qu'on pourrait appeler la psychiatrie criminelle. Hein. Avec Roma Santa, on veut savoir pourquoi le criminel Mhm. agit ainsi, alors qu'avant, c'est t'es coupable ou t'es pas coupable, mais si t'étais Tu meurs, coupable, tu puis peurs, ouais. puis on se préoccupait pas de la psychologie. Et on va voir
Ça va se développer de manière plus soutenue dans les années 70 lorsque le FBI aux États-Unis va mettre en place son unité spéciale pour le profiling, hein, les profilers du FBI, qui nous permet de mieux comprendre les actions des criminels et en même temps, non seulement de mieux les comprendre, mais également de pouvoir agir en amont, donc avant. Hein. Mhm. Je lisais récemment un article qui disait qu'il y a moins de tueurs en série aujourd'hui qu'il y en avait dans les années 70. Pourquoi? Parce qu'on les arrête avant qu'ils deviennent des tueurs en Ah, je série. comprends. OK, ouais. OK. Donc, parce qu'on commence à connaître la Mhm. psychologie de ces gens-là. Donc, avant qu'ils aient commis 20 ou 30 assassinats, généralement après un ou deux, on leur met le grappin dessus, puis on a Ouais. réussi à les cibler. Ce qui fait que le nombre des tueurs en série diminue parce qu'on réussit à les attraper avant qu'ils franchissent la ligne du Mhm. 3 meurtres, hein, parce que c'est, selon la définition du FBI, c'est au troisième assassinat qu'on passe d'un tueur à un tueur en série. Donc, OK. généralement, on les arrête avant. Donc, c'est une bonne chose. Et tout ça, on voit que si on recule dans le passé, ça a commencé avec des cas spécifiques comme celui de Roma Mhm. Santa. Là, dans les 3 histoires que tu m'as racontées, les 3 histoires, il y avait du cannibalisme. Oui. Est-ce que ça, c'était fréquent dans les années 1800? Non, non, OK. ça reste encore, là aussi, on est vraiment dans un univers qui est très à part. Le OK. cannibalisme demeure un phénomène très à part. Généralement, ce que l'on faisait, c'est les crimes les plus répandus lorsqu'on parle de l'occulte, ce sont des crimes pour ou bien satisfaire une entité diabolique ou une entité, ce qu'on appelle une déity, là, un dieu quelconque, ou encore libérer quelqu'un d'un esprit malin. Donc, c'était généralement cela. Puis, il faut retenir aussi que dans le cas de ces crimes, il y a souvent, je te donne un autre exemple d'un crime qu'on va retrouver dans mon prochain livre, mais il y a en Angleterre, par exemple, au début des années 2000, on a retrouvé dans la Tamise des corps d'enfants qui avaient été démembrés. Et là, les policiers, évidemment, on est surpris, on trouve des corps, et c'était généralement des corps d'enfants africains, mais ils avaient été décapités, démembrés. Et là, au début, bien sûr, on a commencé à penser est-ce qu'il y a un tueur en série, un pédophile, Mhm. etc. Et éventuellement, les policiers ont découvert qu'il y avait à Londres des gens qui pratiquaient une forme de sorcellerie qu'on retrouvait là, principalement, puis qu'on retrouve encore aujourd'hui dans le sud de l'Afrique, mais on entend souvent parler du vaudou, mais Ouais. en dehors de ça, on est peu familier avec les cultures magico-religieuses d'Afrique. Et il existe une religion où on va pratiquer une forme de sorcellerie qui s'appelle le mouti. Et le mouti, c'est de croire que si, dans cette culture-là, qu'en consommant, ça peut paraître étonnant, là, mais en consommant certains organes humains, on réussit à faire des concoctions qui vont qui vont donner des pouvoirs extraordinaires. OK. Par exemple, ça peut paraître un peu macabre, mais je tue quelqu'un et, par exemple, je vais manger ses organes génitaux et ça va me donner, moi, un pouvoir sexuel. Donc, si on veut combattre, par exemple, l'impuissance, on va s'adonner à ces rituels, on va commettre des assassinats et on va consommer certaines parties des corps qui vont donner une vigueur ou donner des pouvoirs extraordinaires. Et dans le cas des corps qu'on a retrouvés dans la Tamise, c'était exactement ça. Donc, une communauté de gens, des sorciers, qui offraient des services de moutis. Et donc, des gens allaient les voir, ils disaient, ben voilà, moi, je souhaiterais tel ou tel truc, je veux trouver l'amour, je veux retrouver ma puissance sexuelle, je veux retrouver la jeunesse. Et à partir des commandes qu'on faisait, ces sorciers enlevaient des enfants, les assassinaient et conservaient des parties de leur corps pour faire des concoctions qui devaient éventuellement avoir des vertus Wow. magiques. Fait que ça, c'était ce que... C'est tout à fait macabre de raconter ça, mais c'est quand même, c'est fascinant de voir comment Mhm. cette culture-là est récupérée dans... Parce qu'on oublie... Tu peux m'arrêter si je parle trop. Ben, je veux juste savoir en Oui. quelle année on parle de ça, Les environ? corps, au début des années 2000, 2004-2005 à peu près, que les corps ont été retrouvés dans la Tamise. Donc, ces gens-là étaient à l'œuvre depuis une dizaine d'années au moment où les policiers ont mis le grappin dessus. OK, je pensais que c'était Non, vraiment non, 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 vieux, non, là. c'est tout à fait récent, là. Ben, Ça remonte à voyons donc. quelques années. Et moi, quand j'ai mené mon enquête là-dessus, là, on parle au milieu des années 2010 à peu près, où je me suis intéressé à cette histoire-là, des policiers me disaient qu'ils soupçonnaient encore aujourd'hui à Londres des petites communautés de continuer à s'adonner à ce genre de pratiques Wow. de sorcellerie religieuse directement importées d'Afrique. Incroyable. Ouais. Ce qui est plus
Parce qu'il faut se rappeler que dans ces cultures-là, évidemment, leur religion, c'est souvent, faut quand même être honnête et dire que leur religion est très souvent lumineuse, hein. Même dans le vaudou, tu sais, l'idée du baron samedi, là, le personnage à tête de squelette qu'on voit quand on écoute des films de zombies, là, des trucs comme ça c'est bon pour nous vendre à nous, les Blancs occidentaux, des trucs puis des cossins, là, si tu visites par exemple la Nouvelle-Orléans avec des poupées vaudou qu'on lui Ouais. rend des aiguilles. Mais en réalité, c'est pas ça le vaudou. Le vaudou Mhm. est une religion très complexe. Il y a plus de 400 divinités dans le vaudou. Et c'est une religion qui est très lumineuse, là. Mais elle a son côté sombre, hein, comme le Mhm. christianisme Ouais, a c'est le ça. satanisme. Le vaudou, si on pratique la bonne magie, le sorcier est connu comme étant un Hogan. Puis s'il fait de la mauvaise magie, c'est un Bokor, hein. Donc on voit que c'est dépendamment. Très souvent, c'est le même sorcier, hein. Si tu le payes pour faire de la bonne magie, il devient Hmm. Bokar ou bien Ouga, ça n'a pas d'importance. Dans d'autres religions un peu qu'on pourrait qualifier de païennes, sont très populaires, par exemple, au Mexique, qui est dans le sud des États-Unis, qui s'appelle la Santeria, où là, on va s'adonner à des sacrifices d'animaux, par exemple. C'est là aussi une religion qui est très, très lumineuse, mais elle a son côté sombre, qui s'appelle le Palo Mayombe, qui est un peu l'équivalent du satanisme pour le christianisme. Donc, dans le cas du Muti, bien évidemment, ce sont des cultures magico-religieuses qu'on retrouve en Afrique, qui sont généralement très lumineuses, très, très édifiante pour les gens qui s'y adonnent, mais elle a parfois son côté sombre, et son Mhm. côté sombre, c'est celui de s'adonner à des rituels de sacrifice humain. Ça peut paraître d'une autre époque, hein, l'obscurantisme, mais non, le sacrifice humain est encore pratiqué aujourd'hui dans certaines communautés et des groupes très fermés. On pense par exemple au Palo Mayombe, ou on pense encore à ces Moutis, ces cas de Moutis où on a retrouvé des corps d'enfants dans la Tamise à Londres. Mais c'est marginal, mais en même temps, c'est passionnant. Moi, en tout cas, en ce qui me concerne, Ben je trouve oui. ça Ben passionnant. oui. T'sais. Mais je m'attendais pas à ça, ce qu'il y en ait encore Ouais, aujourd'hui. parce que quand on parle généralement de crime, et c'est pour ça, moi, le crime en tant que tel ne m'intéresse pas beaucoup. Mais généralement, quand on parle de criminels, puis même si on parle de super criminels, hein, on parle de Ted Bundy ou Mhm. John Wayne Gacy, c'est souvent des criminels qui ont commis des crimes pour des raisons monétaires, sexuelles. C'est Ouais. tout à peu près les mêmes Mhm. motivations. C'est rare que derrière ces crimes, il y ait cette motivation un peu occulte et Ouais. magique. Ouais. Et moi, c'est ce qui m'intéresse, c'est cet aspect magique qui est associé au crime. Le crime en lui-même, bah, ça reste un crime. C'est plutôt comment la dérive amène à commettre le crime. Ça me passionne beaucoup. Ça, l'histoire, il y a plein de choses qui me passionnent. J'aurais pas assez Mhm. d'une vie Non, c'est pour ça. faire tout ce que j'ai envie de faire, mais il y a plein de choses qui me passionnent. Ouais. Puis là, tu avais parlé de vampires au début. Oui. Mettons, loup-garou versus vampire, là, y en a-tu un des deux qui était comme plus populaire? Non, je dirais qu'on retrouve autant dans la littérature des cas de lycanthropie ou que OK. des cas de vampires. Mais les cas de vampires, ce qui est intéressant, c'est qu'on a une culture, le loup-garou aussi, mais il est plus présent dans la culture populaire marginale. Le vampire a plus la cote. OK. Hein, il existe, et en particulier depuis la sortie des romans de Anne Rice et leur adaptation au cinéma, là, on pense à Entrevue avec un vampire, La Reine Mhm. des damnés, on a remis à la mode l'idée du vampire. Et le vampire n'est plus ce personnage monstrueux qui nous était dépeint dans le roman original du vampire, là, Dracula par exemple. Ouais. Là, on est à la fin du 19e siècle. Quoique dans le cas de Dracula, écoute, on pourrait tellement en parler. Il y a tout un aspect autour de ça. Dans le cas de Dracula, c'est un roman qui a connu un énorme succès. Pourquoi il a connu du succès? Parce qu'on est également dans une situation très complexe. On est à la fin du 19e siècle lorsque le roman sort en librairie. Il a été écrit par un auteur irlandais qui s'appelle Bram Stoker. Et à ce moment-là, on est dans un contexte ultra puritain. C'est l'époque victorienne et les gens ne savent pas ça, mais à l'époque victorienne, les gens étaient tellement pudiques qu'on mettait des nappes sur les tables parce que voir une patte de table à nu était considéré comme indécent. Donc, ça te montre à quel point ça allait, là. Oui, Voyons ça donc. paraît incroyable. Donc, et on arrive avec le personnage du vampire. Le vampire, il représente une certaine noblesse, hein. Il est le Ouais. comte Dracula. Et en même temps, il y a un aspect excessivement érotique, hein, qui est véhiculé entre les lignes. Mhm. Hein, ce personnage qui arrive à séduire les Ouais. femmes, elles tombent entre ses bras, et il va s'alimenter de leur sang. Et d'une certaine façon aussi, il faut se rappeler que
dans la culture populaire, dans l'idéologie populaire, deux liquides sont porteurs de vie, le sang et le sperme. Donc ici, il y a une espèce d'analogie, hein. Dracula se nourrit du sang de ses victimes. Il y a une espèce d'allégorie autour de ça. Et le roman connaît énormément de succès. C'est pas un roman pour adultes, mais presque, hein. L'idée de ce comte qui rencontre des femmes, les séduit, les mord, boit leur sang. Et avec la sortie des romans de Anne Rice, le personnage du vampire, bon, dans Dracula, c'est un personnage monstrueux, et on le retrouve également décharné quand on voit les premières adaptations, par exemple, début du 20e siècle. Au cinéma, on pense par exemple à Nosferatu, un film qui est sorti à l'époque du cinéma muet. C'est un personnage, Nosferatu, on l'a appelé Nosferatu parce qu'on ne voulait pas payer les droits d'auteur sur Dracula. Donc OK. là, il a changé de nom, mais bon, mais c'était quand même un vampire, c'est une espèce de conte. Mais c'est l'aspect du personnage décrépit, vieillot, les dents. Il n'y a rien là-dedans de très romantique, hein. Donc on est dans un personnage qui est un peu monstrueux. Et quand arrivent les romans de Anne Rice, il y a toute une nouvelle génération qui vont découvrir le personnage du vampire à travers les romans de Rice, à travers les adaptations cinématographiques, hein, Entretien avec un vampire et tout le Mhm. reste. Et on voit aussi pour les plus jeunes des séries comme la saga des Twilight, Twilight, ou ouais. etc., où là, on Ouais. remet à la mode les loups-garous, les vampires. Et ces personnages-là ne sont plus monstrueux. Ce sont des personnages excessivement romanesques. Mhm. Et on aime cet aspect-là. Et là, on va voir se développer au cours des années 80-90 un regain d'intérêt pour le gothique, le vampire, le personnage romantique du vampire. Et il va se développer, ça peut paraître un peu marginal, et ça l'est aussi, mais on va se voir se développer dans l'underground des groupes de vampires. Mais des groupes de vampires qui s'amusent d'abord, on se rencontre dans des bars, des clubs clandestins, on s'habille en vampire, on joue la mode du gothique, le chapeau de forme, la cape, le maquillage et tout le reste. Certains vont aller plus loin, ils vont s'adonner à de l'autoscarification ou même à boire leur propre sang ou le sang de leurs amis. Donc, on se coupe le bras, puis on boit le sang de notre ami, etc. Bon, évidemment, à cette époque, c'est aussi l'épidémie de sida, donc Hmm. on se rend compte que c'est pas nécessairement sain de faire ça. Mais bref, on est dans cet univers-là. Et éventuellement, le dérapage, c'est qu'à un moment donné, tu as consommé le sang de ton copain, de ta copine, ben là, à un moment donné, si tu dérapes, tu vas vouloir consommer le sang de d'autres et tu en viens à prendre ton rôle beaucoup trop au sérieux. Et au cours des dernières années, et là, je parle, disons, des années 2000 jusqu'à aujourd'hui, bon, on a dans la littérature, je connais au moins une trentaine de cas où des gens ont commis des crimes avec cette vision-là du vampirisme. Donc, eux, ils étaient persuadés, à force de boire du sang, ils devaient boire du sang pour s'alimenter, pour survivre, et en sont venus à commettre des crimes. Je pense notamment à un cas qui s'est produit en Angleterre, au Pays de Galles, où un jeune livreur de journaux qui avait 17 ans tombe un peu dans ce piège-là du vampirisme. Et là, il est persuadé il veut vivre l'expérience du vampire. Il croit que il commet un sacrifice humain et boit du sang, éventuellement, il va se transformer en vampire et il va obtenir la vie éternelle. Et comme il y a dans le village une dame qui est plutôt acariâtre, qui est généralement de mauvaise humeur, à qui il livre des journaux, mais elle lui donne jamais de pourboire, Hmm. elle l'insulte, c'est jamais bien, il laisse le journal dans l'entrée, puis c'est pas bon. Alors éventuellement, il y a eu plusieurs altercations avec cette vieille dame et il décide finalement que la vieille dame va devenir sa victime. Donc à un moment donné, il va rentrer chez elle. Ce qui est intéressant, c'est après le crime, quand les policiers sont appelés sur place, hein, ils entrent, ils s'aperçoivent que la vitre arrière de la porte a été brisée. Donc, quelqu'un s'est introduit. Lorsqu'ils arrivent dans le salon, ils voient la dame en question, Mabel, qu'elle s'appelait la dame, et elle est assise sur son fauteuil favori devant le téléviseur. Son assassin, hein, lui a enlevé le cœur. Littéralement, elle a la poitrine ouverte, il a enlevé le cœur. Elle a les jambes soulevées et des plaies sous les mollets. Et visiblement, l'agresseur a fait ça pour récupérer son sang. Sur le sol, devant elle, comme on est près du foyer, il a utilisé deux outils, deux ustensiles de foyer, là, qu'il a placé une petite pelle pour les cendres et un autre, un pic pour déplacer les bûches, qu'il a placé en croix sur le sol.
Et dans la cuisine, les policiers vont trouver une espèce de soupière qui a encore un fond de sang dans le fond de la soupière. Et sur le pourtour de la soupière, il va y avoir des marques de lèvres. Et ça peut paraître étonnant, mais c'est sur l'empreinte de ces lèvres-là qu'on va réussir à remonter jusqu'à notre adolescent, qui va raconter effectivement qu'il s'est introduit chez la dame, lui a enlevé le cœur, l'a saigné littéralement à blanc et a bu son sang à partir de la soupière pour espérant devenir un vampire. Ça s'est pas produit, mais Il y a éventuellement. donc ben du monde Ah oui, c'est comme, spécial, ça. on se dit, wow, c'est comme, hein, c'est assez incroyable, mais bon, et des cas comme ça, il y en a plein d'autres, mais c'est ce qui me fascine dans les crimes occultes, dans Ben oui, ce ben je déroulement de la comprends. situation. Et ce type-là, ben, il était relativement normal, hein, au lycée, il côtoyait de ses amis, il avait une fascination pour les vampires, évidemment, il lisait des romans, mais en dehors de cette fascination, disons, littéraire pour les vampires, qui aurait pu s'imaginer qu'éventuellement il ferait le saut et passerait d'une espèce de fantasme Mm. livresque à commettre un crime de ce type-là, tout à fait horrifique. Tu sais. Wow! Y Ouais, a-tu une histoire que t'as vraiment, là, tu sais, ça t'a hanté, là, oui, tu sais, que t'as passé trop de temps, mettons, ouais, là-dessus, ou il y ça a un t'a... crime qui me hante encore aujourd'hui. Et on n'entrera pas trop dans le détail, mais ça se passe au début des années 80, 1980. Et il y a des femmes qui sont retrouvées dans la grande région de Chicago et qui sont mutilées de manière tout à fait épouvantable. Et l'une des mutilations les plus caractéristiques de ces crimes-là, c'était que l'assassin ou les assassins utilisaient des fils d'acier pour entourer le sein de leurs victimes et de les trancher, comme on tranche une motte de beurre finalement. Et donc, on s'est mis à retrouver de ces femmes. Puis là, c'est pas la seule mutilation qu'elles avaient, mais Mm. cette mutilation-là était un peu comme un dénominateur commun. Et là, les policiers se sont dit, bon, ben voilà, on a affaire à un tueur en série qui est tout à fait sadique et qui coupe les seins de ses victimes. Et éventuellement, je passe vite parce que, bon, c'est tout à fait sordide, mais les policiers vont finalement découvrir qu'on n'a pas affaire à une personne, mais un groupe de 4 individus que la presse va surnommer les éventreurs de Chicago. Et ces gens-là, c'est assez étonnant parce que le leader du groupe, c'est un type qui s'appelait Robin Getch. Et ce Robin Getch, donc, avait réuni autour de lui 3 autres personnes. Et dans sa maison, dans le grenier de la maison, il avait installé, il avait construit ou aménagé une espèce de chapelle qui était dédiée à Satan. Et donc, ces gens-là se réunissaient dans cette chapelle-là, s'adonnaient à des rituels, consommaient les seins qui avaient été coupés, étaient conservés dans des boîtes, ils les mangeaient. Et bon, je te passe d'autres détails parce que c'était tout à fait. Ouais. C'est vraiment horrible. C'est parmi les crimes les plus monstrueux que j'ai pu voir. Et donc, ces gens-là ont été arrêtés. Et pour te montrer l'influence qu'avait Robin Getch sur ses compagnons, lors du procès, les gens ont été accusés, évidemment, d'avoir commis 7, 8 assassinats. On suppose qu'ils en avaient commis plus, mais on avait la preuve. On pouvait les accuser pour au moins 8 ou 9 de ces cas-là précis. Et ses compagnons ont préféré assumer le blâme total pour disculper Getch. Donc, je pense notamment, il y avait les frères Kokorales qui étaient avec eux. Et ces gens-là ont dit au juge, non, 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 Robin n'a rien fait. C'est nous qui avons tué ces femmes. C'est nous qui les avons dévorées. C'est nous qui avons fait ça. Et éventuellement, Robin Getch, aussi incroyable que ça puisse paraître, n'a pas été condamné pour les meurtres. Il a été condamné à 300 ans de pénitencier pour enlèvement, viol, Mhm. agression et autres, mutilation, mais il n'a pas été reconnu coupable de meurtre. Alors que ses compagnons, qui ont assumé toute Mhm. la responsabilité, les policiers me racontaient que dès qu'on mentionnait le nom de Robin Getch, ses compagnons se mettaient à trembler, là, tellement il avait une incidence. Ça nous rappelle cette série de crimes à la fin des années 60 qui avait été commis par Charles Manson. Mhm. Donc, Manson avait une incidence sur ce qu'on appelait la famille, hein, donc Ouais. c'était une espèce de gourou. Mais dans le cas de Getch, on est exactement dans la même dynamique. C'est ça, je m'en allais te demander, qu'est-ce que ça prend pour que ça soit considéré comme une secte, mettons? Est-ce qu'il y a un minimum de personnes pour... Non, c'est la secte, le mouvement sectaire. Le mot secte veut dire isolé de.
C'est-à-dire qu'on a une communauté OK. dont la croyance ou les rituels vont les isoler du reste des communautés. OK. Et donc, dans ce cas-là, je ne sais même pas si on pouvait parler de secte, mais à tout le monde, c'était un groupe qui s'adonnait à de Mhm. l'occultisme et du satanisme. Donc, ils ont commis ces gestes qui étaient tout à fait monstrueux. Et les frères Kokorales ont été tous les deux condamnés. Un des frères Kokorales a été condamné à mort et un autre membre du groupe aussi. Donc, il y a eu deux condamnations à mort. L'un d'entre eux a été exécuté par injection létale. L'autre, éventuellement, la peine de mort a été abolie et a vu sa peine de mort, avant qu'il soit exécuté, sa peine de mort être commuée en prison à perpétuité. OK. Au moment où on se parle, l'un d'entre eux a été libéré. Celui qui avait le rôle le moins important, on parle de crimes qui étaient commis au début des années 80. L'un d'entre eux a été libéré, je crois, c'est l'an dernier ou il y a 2 ans, qui lui avait joué un rôle assez secondaire dans ces crimes-là. Il a été libéré, évidemment, ça a soulevé un tollé, parce que, Ben, tu sais, pour la presse de Chicago, on libérait un des membres de ce qu'on appelait les Chicago Rippers. Donc, mm, on a libéré l'un d'entre eux, mais c'est vrai que son rôle avait été assez mineur OK. dans les gestes. Les autres, ben, comme je l'ai mentionné, l'un d'entre eux a été exécuté par injection létale. L'autre a vu sa peine de prison à perpétuité, sa condamnation à mort être transmutée, commuée en prison à perpétuité. Donc, il est derrière les barreaux. Et Robin Getch, qui lui n'a pas été accusé de meurtre, hein, il a été Mhm. simplement accusé d'agression, viol et tout le reste. Comme les magistrats, les juges savaient que Robin Getch était le leader du groupe, même si ses compagnons assumaient la responsabilité. Il a été condamné à une lourde peine de prison, plus de 300 ans de prison, Mhm. mais avec aucune possibilité de libération OK. conditionnelle. Donc Robin Getch va finir ses jours en prison. Et pourquoi ce crime-là m'a particulièrement troublé? Dans un premier temps, les crimes étaient monstrueux, on Mhm. s'entend bien là-dessus. Et à un moment donné, je me suis retrouvé avec un des policiers qui avait enquêté, pas un des policiers, un des procureurs qui avait été au dossier. Et à ce moment-là, je ne m'attendais pas à ça. Et le procureur me dit, bah, voilà, on a le dossier ici, donc j'ai le dossier devant moi, je discute avec lui. Et là, à un moment donné, dans le dossier, il y avait à peu près 200 photographies des scènes de crime. Et on a beau se le dire, on a beau se le faire Oh my raconter, mais le fait God. de le voir, c'est autre chose. Et là, quand il a commencé à mettre les photographies devant moi, j'ai vu la monstruosité des crimes qui avaient été commis. Et je me suis même un peu auto-censuré. Quand le livre est sorti sur les tueurs de l'occulte, j'ai fait une conférence sur les tueurs de l'occulte. Et comme le sujet des éventreurs de Chicago était un sujet qui m'avait particulièrement troublé, Mm. évidemment, j'ai fait un segment sur ça. Et je l'ai même vu, là, j'étais en conférence, on est avec un auditoire adulte, Mhm. les gens qui sont là pour assister à une conférence sur les crimes occultes, on s'entend bien qu'on ne parlera pas de Walt Disney puis de la Mhm. princesse, là. Et ces gens-là, quand j'ai montré certaines des photographies, puis pas les pires, j'en ai choisi quelques-unes qui étaient significatives, mais pas forcément les plus monstrueuses, j'ai vu les gens dans la salle qui détournaient le regard. Ben Là. oui. C'était Ben vraiment oui. monstrueux. Et je te dirais que ces crimes-là ont continué de me hanter. Encore aujourd'hui, je revois j'ai les photographies à la maison et je revois ces scènes de crimes-là. C'était vraiment sordide. Mm. Sordide parce que non seulement il y a eu mort de ses victimes, mais également, je ne veux pas entrer dans les détails, mais les blessures, les plaies ont été commises avant que ces gens-là soient décédés. Donc, Mm. les femmes étaient encore vivantes quand ils ont coupé les seins et tout ça. Et donc, on voit, puis c'est pas comme je te mentionnais, c'est pas les seuls sévices qu'elles ont Non, connus. c'est ça. Il y avait des trucs qui étaient vraiment, ça c'était vraiment, mais vraiment monstrueux. Est-ce que ça t'arrive souvent d'avoir accès aux photos Ouais, de... quand j'ai fait les tueurs de l'occulte et j'ai fait les enfants tueurs également, donc là où ça joue beaucoup, puis je le reconnais, hein, c'est pour moi ça a été une très grande chance quand on parle du paranormal ou de tout le reste. J'étais un peu moi un peu comme Elvis Presley. Hein. J'étais au bon endroit au bon moment. Mm. Hein. Et donc, à partir des années 2000, parce qu'on s'en rend pas compte, parce que ça fait tellement partie de nos vies maintenant, mais au Québec, avant les années 2000, il n'y avait pas de télévision spécialisée. La première télévision spécialisée au Québec, c'est 1995, c'est quand même assez récent, Ouais. 1995, avec Canal D. Donc moi, j'étais là au bon moment, dans la mesure où quand les télés spécialisées ont commencé à prendre de l'ampleur,
on avait besoin de contenu. Et on s'est dit, ben, du contenu, ce qui est intéressant, on le voit sur les réseaux américains, ce qui fonctionne bien, c'est le surnaturel, le Mhm. crime, etc. Et qui au Québec pouvait à la fois, qui était à la fois journaliste et qui couvrait ce type de trucs-là? Il y avait moi et j'étais le seul. Donc, à ce moment-là, moi, c'était merveilleux. Pour moi, on me disait, bon, on va faire une série sur les ovnis. On va t'envoyer en Australie, on va t'envoyer en Angleterre, au Hey, Japon, wow. etc. Puis tu vas l'enquêter là-dessus, puis tu vas nous ramener ça, des images qu'on fait. Moi, j'étais comme un enfant Ben dans oui. un magasin de jouets, là. Je veux dire, c'était Ouais. extraordinaire. Et même quand je faisais d'autres séries, hein, il y a comme une combinaison. Quand je faisais une série, par exemple, je pense Les Enfants tueurs, une série judiciaire à Canal D, là, on me dit, tu vas aller partout dans le monde, tu vas aller enquêter sur des cas d'enfants qui ont commis des crimes. Parfait. Donc, je faisais ça. Mais en même temps, je m'assurais si je devais couvrir, par exemple, une histoire d'enfants assassins en Angleterre, on était en Angleterre pendant une semaine, ben, je consacrais 4 jours à ça. Hmm. Et je prenais 3 jours de plus pour enquêter sur des histoires de fantômes, d'ovnis OK. et autres. Et je tournais des images, je rencontrais des témoins. Ou bien dans l'idée que ça me serve sur un plan personnel, ou qu'éventuellement je puisse récupérer ce matériel pour faire une série différente sur les fantômes, ou etc. J'aurais déjà en banque des images, des entrevues et tout le Mhm. reste. Donc, pour faire une série, j'en faisais 2 ou 3 en parallèle en même Je temps, comprends. avec les mêmes voyages. Ça a été extraordinaire. Et c'est ce qui me différencie des autres. Pas qu'il n'y a pas de gens au Québec qui pourraient faire ça, des gens compétents, mais ce qui me différencie des autres, c'est que moi, contrairement aux autres, ma connaissance de ces sujets-là n'est pas une connaissance essentiellement livresque. C'est pas des trucs que j'ai pris dans Mhm. les livres, puis que j'ai lus, puis que je fais du copier-coller. Ouais. J'étais là, j'ai rencontré ces gens-là, j'ai rencontré les policiers, les enquêteurs. Donc, j'ai une vision très différente, une vision de coulisses qui n'est pas offerte à tout le monde. Mais je l'avoue aussi, ça a été la chance d'avoir été au bon endroit au bon moment Hmm. et d'avoir joué ce rôle au moment où les télévisions spécialisées étaient en plein essor au début des années 2000. C'est quoi l'âge de l'enfant le plus jeune qui a fait que... Ben, un des crimes, il y a des crimes 6-7 ans, mais un des crimes où le crime est monstrueux pour l'âge, c'est 10 ans. OK. À 10 ans, on a une histoire qui avait alimenté la presse. À l'époque, ça se passe à Bottle, qui est une banlieue de Liverpool en Angleterre. On a 2 gamins de 10 ans, 2 petites canailles. Hein. C'est les petites terreurs de l'école. Ce sont des enfants à problème. D'ailleurs, lorsque l'on parle d'enfants tueurs, c'est ce qui est le dénominateur commun, c'est que ces gens-là viennent tous de familles Ben dysfonctionnelles. oui. Donc, on a 2 petites terreurs qui cette journée-là, vont décider de sécher les cours à l'école et ils se retrouvent dans un centre d'achat. Et bon, ils font quelques petits larcins, volent à l'étalage et tout le reste. Et puis, à un moment donné, dans l'après-midi, ils se disent, tiens, on va jouer à perdre l'enfant. C'est le nom du jeu, perdre l'enfant. Donc, on trouve une mère ou un père avec un jeune enfant et on s'assure de prendre l'enfant puis de l'amener dans un autre magasin, 3 portes plus loin, pour créer l'inquiétude du parent. On s'imagine la mère en train de regarder des vêtements, elle se retourne, puis Mhm. son enfant est plus là. On peut s'imaginer la panique qui s'ensuit. Donc, ces 2 gamins, dénommés les deux, c'est Venables et Thompson, ils voient une dame qui est en train de se disputer. Elle argumente avec son boucher à propos d'une pièce de viande, et juste à côté d'elle, il y a son petit garçon qui a 2 ans, qui est là, qui attend. Donc, eux arrivent derrière, ils lui font signe de venir vers eux. Le petit garçon, évidemment, se doute de rien, s'approche. Là, ils le prennent par la main et quittent le centre d'achat. D'ailleurs, on a des images de caméras de surveillance, et là, on parle d'un crime qui s'est commis de mémoire en 93. 1993. Donc, on a des caméras de surveillance qui nous montrent ces 2 gamins de 10 ans qui quittent le centre d'achat en tenant par la main le petit garçon. Et puis là, ben, évidemment, la mère, on s'imagine, elle se tourne, ne voit pas son fils, elle commence à regarder aux alentours, ne le voit pas, elle appelle la sécurité. Et là, évidemment, il y a un branle-bas de combat qui s'organise pour essayer de retrouver l'enfant disparu. Pendant ce temps-là, Venables et Thompson amènent le petit garçon Ils sortent du magasin. Et juste au côté du magasin, il y a un canal qui est là avec de l'eau et une plateforme en béton. Donc, ils amènent l'enfant sur la plateforme en béton, puis ils lui disent d'aller sur le bord de l'eau, espérant le faire tomber dans le canal. Mais l'enfant ne veut pas. Il le pousse, l'enfant tombe, puis il se fait une blessure à la tête. Il se met à pleurer, mais on voit ici là, l'innocence de l'enfant,
au lieu de se sauver, ben, en pleurs, le front qui saigne, il se dirige vers ses deux bourreaux pour Mmh. essayer de trouver du réconfort. Fait que les deux jeunes, Thompson et Venables, le prennent par la main et ils commencent à se promener dans les rues de Bottles, qui, comme je l'ai mentionné, une banlieue de Liverpool. Ils vont rencontrer des adultes. Et ces adultes, évidemment, s'étonnent de voir ce petit enfant qui pleure avec le front en sang. Et Venables et Thompson leur répondent que c'est leur frère et qu'il est tombé, puis ils le ramènent à la maison. Alors, personne ne s'inquiète de ça. Et ces deux gamins de 10 ans se disent, à un moment donné, c'est beau, mais on fait quoi avec le gamin? Là? On a un enfant de 2 ans, mais bon, on n'a pas prévu le coup Mmh. après. Donc, ils auraient pu, c'est ça qui est triste, ils auraient pu le laisser sur un coin de rue, ils auraient pu l'amener quelque part, mais c'est pas ça. Ils décident de l'amener sur le bord d'une voie ferrée. Et là, ben, tu commences à entrevoir ce qui va se passer. Ils vont le prendre et il est inconscient. Ils vont le placer sur le rail et ils vont le recouvrir de feuilles et de roches. Et ils vont attendre qu'un train entre en gare, évidemment, pour qu'il littéralement coupe l'enfant en deux morceaux. Et aussi étonnant que ça puisse paraître, un coup qu'ils ont fait ça, sans aucun remords, les enfants, ce qu'ils faisaient, ils travaillaient, entre guillemets, dans un centre de location de vidéos. Ils allaient chaque soir, le patron leur donnait une liste de clients qui avaient des locations et eux allaient dans les rues du quartier récupérer les locations en échange de 2 $ ou un truc comme ça. Donc après avoir tué cet enfant-là sur la voie ferrée, sans aucun remords, sont allés au centre, au commerce de location de vidéos, ils ont récupéré la liste, sont allés récupérer des vidéos sans laisser paraître du crime monstrueux qu'ils avaient commis. Et éventuellement, les policiers vont retrouver le lendemain le corps de ce petit garçon qui était coupé littéralement en deux. Et là, il y a une enquête qui va être menée, on va trouver des images vidéo. Et les policiers me disaient, ce qui nous a frappé, c'est que sur les images, on s'est dit, ben, ce sont des adolescents qui ont pu faire ça, etc. Mais il disait, sur une des images de la caméra vidéo, il dit, on voyait un des deux enfants aux côtés d'une affiche sur le mur. Et on était surpris de la grandeur. Tu sais, on s'est dit, en voyant la grandeur de l'enfant, on s'est dit non, c'est pas des adolescents, ce sont vraiment des enfants. Et effectivement, quand ils ont arrêté Venables et Thompson, les deux avaient 10 ans. Mmh. Et ils ont été, bon, là, on peut toujours se questionner sur l'aspect de la réhabilitation, la justice et tout le reste. Mais bon, selon le système judiciaire britannique, ils ont été accusés d'homicide. Comme ils étaient mineurs, ils ont été jugés par un tribunal pour enfants. Ils ont été condamnés à une incarcération dans un centre pour enfants jusqu'à l'âge de 18 ans. À l'âge de 18 ans, ils ont été libérés et avec une nouvelle identité pour pas qu'on puisse les retracer. Et éventuellement, l'un d'entre eux n'a jamais refait parler de lui. Hein. Je pense que c'est John Venables, il est disparu de la carte. Non, on n'a jamais rien entendu parler. Mais l'autre, en revanche, le jeune Thompson, lui, a été arrêté depuis l'âge adulte. Il a été arrêté à quelques reprises, trafic de drogue, agression. On a trouvé également chez lui beaucoup de matériel de pornographie infantile. Donc, on voit que c'est une petite graine de criminel. Là. Mais c'est vrai que ce meurtre tout à fait révoltant, où on avait cet enfant-là qui est Mmh. assassiné sur la voie ferrée par deux gamins de 10 ans, c'est sûr que c'est assez troublant. Mais bon, encore une fois, il faut toujours se poser la question, qui est le véritable responsable? Est-ce que c'est le gamin qui commet le crime ou est-ce qu'éventuellement c'est la famille? Parce que c'est le contexte familial qui était tout à fait déficient dans le cas présent. Mais ce Mmh. sont des crimes qui sont monstrueux. Puis éventuellement, il faut se dire qu'il n'y a pas qu'une victime. Il y a la victime, mais souvent aussi les parents des enfants assassins deviennent collatéralement des victimes. Tu sais. Ben oui. Il n'y a pas personne qui voudrait que son enfant de 11 ou 12 ans assassine quelqu'un d'autre. Et quand on découvre ça, quand la mère, à un moment donné, ça frappe à la porte, elle ouvre la porte, les policiers disent oh, votre fille de 12 ans a assassiné une collègue de classe, elle l'a étranglée dans une salle de bain. Je pense que, tu sais, les parents sont sous le choc aussi parce que j'ai rencontré des parents des victimes qui étaient choqués du crime puisqu'ils ont perdu un être cher, mais j'ai rencontré aussi des parents de Ah ces ouais? assassins qui aussi étaient aussi sous le choc, à la fois par le poids de savoir que leur enfant a commis un crime, Mmh. mais en même temps de savoir que leur enfant a été et l'assassin, et dans certains cas, ils font face à des accusations et des longues peines de prison derrière les barreaux. C'est ça.
Eh bien, merci, Christian, Ben, ça m'a Caroline. fait plaisir. J'aimerais ça te poser une question avant Oui, qu'on quitte. Comment ça va? Parce que je sais que tu as été malade, oui, je oui. crois, puis je Ben, voulais savoir comment ça pour allait. l'instant, ça va très bien, hein. OK. Pour les gens qui nous écoutent, il y a 3 ans, j'ai été diagnostiqué d'un cancer Mhm. stade 3, quand même assez avancé. Et donc, il y a eu une chirurgie, chimiothérapie, tout ça. Vraiment, à la traversée du désert, le combattant. Et aujourd'hui, 3 ans après, les derniers bilans sont excellents. Pas de traces de récidive. Donc, je suis en rémission. Ah, je suis Je me croise contente. les doigts. Je me sens OK. très, très bien. OK. Ça va bien. Je me sens bien. Mais c'est sûr que le cancer, c'est quelque chose de terrible. Mhm. Mais je veux te confier que c'est en même temps quelque chose. Ça a été pour moi une expérience psychologiquement extraordinaire. Extraordinaire dans le sens qu'au début, quand tu as le diagnostic, ça a Ouais. été pour moi une période très troublée, hein. Ça a été, tu refuses d'accepter Mm. ça, puis tu te dis donc. Puis pour la première fois, j'étais face à la fin, hein, parce que tu fais dire, tu as un cancer en stade Ouais. 3, ton médecin au départ, je ne sais pas comment, si tu vas réagir à la chimiothérapie ou non, là, et là, tu te mets à réfléchir à ça, tu fais face à ta finalité. Mais bon, aujourd'hui, ça va bien. Donc, je suis sorti, il y a eu cette période de détresse psychologique. Puis ça ne me gêne pas d'en parler parce que je pense que ça peut aider plein de gens qui vivent Mhm. des situations semblables. Mais en même temps, avec le recul, ça m'a amené à me dire qu'il y avait des choses plus... Pendant longtemps, notamment dans le domaine du paranormal, si je recevais, par exemple, un commentaire négatif ou je recevais une insulte, et Dieu seul sait que j'en ai reçu des insultes, j'avais tendance à réagir promptement à ça. Tu sais, si OK. je réagissais, puis j'essayais de défendre mon point, puis j'argumentais. Et aujourd'hui, avec ça, tu as compris que c'est inutile de faire ça. Ça Mm. ne donne rien, ça. Aujourd'hui, je pense que j'ai mis mes priorités à la bonne place. Je sais qui je suis, je sais ce que je veux, je sais ce que j'ai envie de faire. Puis si des gens veulent me suivre dans ce Mhm. parcours-là, tant mieux. Puis s'il y a des gens qui sont pas, ils veulent pas me suivre, puis qui veulent rester sur leur position, c'est correct aussi. La croyance est légitime. Je suis pas là pour leur dire ce qu'ils doivent croire ou non. Mais ça m'a amené à dire, notre temps est compté, puis on ne sait jamais quand est-ce que ça Ouais. peut basculer, hein. Moi, jamais j'aurais imaginé que du jour au lendemain, les choses pouvaient changer. On a toujours l'impression qu'on est immortel. Mhm. Et là, d'un coup, le diagnostic arrive. Là, aujourd'hui, je sais ce que je veux et je sais ce que j'ai envie de faire. Et c'est à ça que je vais me consacrer. OK. Fait que là, il y a le tome 2, pas celui-là, j'arrête pas de pointer lui, mais il y a le tome Le 2 tome des... 2, là, au moment où on se parle, là, les projets qui sont actuellement en Oui, cours de ouais. travail. Au mois de mars, il va y avoir une encyclopédie du crime qui va sortir, Mm. un atlas du crime. Le travail a été fait d'abord du côté des Américains. Ils ont fait une grosse partie et moi, on me demandait de couvrir la scène criminelle canadienne. OK. Donc, on va trouver des tueurs en série, la mafia montréalaise, etc. Bon, j'ai écrit quelques chapitres, c'est une contribution. Donc ça sort en mars. OK. En avril, il y a un livre, parce qu'on me l'a demandé, je l'ai évoqué à quelques reprises avec toi, cette fameuse série des enfants assassins. Oui. Des gens m'ont dit, écoute, à un moment donné, on va-tu avoir le livre de ça, les enfants assassins? Puis j'ai dit, OK, quand on travaille, quand on fait des séries télé, on est souvent limité par le temps, hein. Mhm. Peu importe ce que tu veux, peu importe la qualité du matériel que tu es limité. L'émission doit durer 48 minutes 30 secondes. Pas 48 minutes ou 48 minutes 30 secondes. Ça, c'est le temps. Donc, tu dois faire un tri dans le matériel. Et Ouais. souvent, c'est des tris qui sont déchirants parce que tu vois, il y a telle Ben information qui oui. est tellement intéressante, mais je ne peux pas en parler. Donc, Ouais. Alors que le livre te permet d'aller beaucoup plus loin. Mhm. Donc, comme quand j'ai fait ces fameuses séries, en fait, j'ai fait 3 saisons des Enfants tueurs qui ont été éventuellement diffusées à Canal D et ensuite sur Netflix. Mais j'ai accumulé là, littéralement un camion complet de dossiers là-dessus. D'ailleurs, j'ai dû acheter chez moi, j'ai dû m'acheter un hangar supplémentaire pour stocker essentiellement des boîtes d'archives. Alors, je me suis dit, OK, je vais le faire. Donc, on me l'avait demandé. Donc, l'Atlas du crime en mars. En avril 2024,
Les enfants tueurs. Et pour l'automne 2024, Les tueurs de l'occulte, Oui, tome 2. c'est ça. C'est OK. ça. Donc ça, ce sont Parfait. mes projets dans l'immédiat. Et ça, j'y travaille en ce moment, là. Oui. Donc, je suis en écriture et en recherche pour le matériel visuel puis tout ça. Donc ça se fait. Et après ça, ben, peut-être 2025, tome 2 des fraudes du paranormal. OK. Puis cet ouvrage qui me tient beaucoup à cœur sur l'histoire où on remettrait les pendules à l'heure par Oui. rapport à des affirmations qu'on fait en archéologie ou en histoire qui sont complètement fausses. Ça a l'air fou aller chez toi. Ouais, il y a comme une espèce de musée à la maison. Oui. Tu sais, ma copine, des fois, elle voit toujours son espace vital rétrécir. Tu sais, là, à un moment donné, c'est... Mais bon, j'aime être entouré de ces choses qui me font rêver un peu. Ouais. Faudrait qu'à l'Halloween, tu fasses payer pour rentrer Ça, dans ton... venez visiter mon musée. Ouais, c'est ça, Tu as tout exactement. à fait raison. Est-ce que tu veux rester avec moi juste un petit 10 minutes supplémentaires? C'est pour les fans sur Patreon. Oui, Fait que c'est des questions à rafale sur toi personnellement. OK. Fait que ça va passer vite, puis OK. c'est bon. Oui. Fait que ben, pour les autres, merci beaucoup d'avoir été là, puis merci à toi de ta générosité. C'est C'était plaisir. parfait. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, merci aussi pour le livre que j'espère que tu vas me signer tantôt. Oui, absolument. Parfait, merci.